Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Vous nous suivez à Kinshasa, Brazzaville et dans le aussi vous suivez à travers le monde. Alors aussi à travers notre chaîne YouTube Les Vrais Congolais TV. C'est parti pour ces nouveaux numéros de votre émission. C'est qui se passe au Congo. J'ai l'habitude de vous dire ce qui se passe au Congo. C'est une émission d'analyse sur le sujet d'actualité politique de notre pays. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce que nous ne sommes pas sur notre plateau, bien sûr. Nous nous sommes déplacés pour quelque part pour rencontrer un grand. Avec lui, nous allons analyser certains sujets. Je crois que vous serez vraiment satisfait et vous allez bénéficier aussi beaucoup à travers sa réflexion. Monsieur le professeur Ngindou Kalala, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes professeur ordinaire, vous êtes secrétaire général académique honoraire de l'IEC Kinshasa, vous êtes DGA de l'Office national des cafés à l'époque honoraire aussi, vous étudiez donc, vous êtes DGA honoraire, vous êtes plusieurs fois conseiller dans des ministères ou ministériels, vous êtes consultant dans plusieurs organismes, il y a encore beaucoup de choses, mais je crois que je peux me limiter là si ça vous arrange. Ça va, merci beaucoup. D'ailleurs, je sens qu'il y a beaucoup de fonctions et puis vous avez assumé déjà beaucoup de responsabilités dans cette République. Vous avez un mot à dire par rapport à plusieurs responsabilités déjà assumées dans cette République. Bon, merci bien, monsieur le journaliste. Nous avons eu la chance par notre formation d'assumer plusieurs fonctions, mais pas des fonctions électives. Ok. Nous avons été, comme vous l'avez dit, secrétaire général académique honoraire de l'IEC Kinshasa. Nous avons pu quand même faire un grand travail. De notre époque, l'IEC était un malade qui était en coma quand nous sommes arrivés. Et nous avions fait un travail de pouvoir relever les malades qui étaient en coma pour un peu stabiliser sa santé. Et bon, après ça, nous sommes partis. En tant que DGA, là j'avais participé au concours de la Banque mondiale pour devenir mandataire EPIC. C'était de 2002 à 2017. Là aussi nous avons relevé l'utilisation des cafés qui n'avait plus rien. Nous avons implanté la décentralisation au pays depuis 2006 qui est effective, même si elle n'est pas encore complète, puisqu'il y a encore certaines lois qu'on doit prendre et celles qui sont prises, il faut les appliquer. Nous avons travaillé toujours là, la décentralisation pour parvenir au découpage actuel des provinces. C'est vous qui avez travaillé pour le découpage actuel des provinces. Nous avons cherché, ce n'est pas nous qui avons travaillé, mais c'est la loi fondamentale qui le prévoit à son article 2. La Constitution prévoit à son article 2 26 provinces. Donc, il fallait appliquer la Constitution. Voilà. Et nous avons cherché à décentraliser les ministères de l'agriculture, de la santé, de l'environnement. C'est la Constitution aussi qui les prévoit. Il y a des compétences attribuées aux provinces et des compétences attribuées à l'État central et des compétences concurrentes. À l'article 202, 203, 204 de la Constitution, tout cela est prévu. Nous avons travaillé à l'enseignement technique et professionnel, nous avons cherché à améliorer les structures de l'enseignement technique et professionnel. Nous avons fait là-bas, avec les concours de tous les amis qui y sont restés aujourd'hui, qui est transformé en formation professionnelle, et cherchant à mettre une loi, d'abord le secrétariat général d'enseignement technique et professionnel. Vous continuez à travailler? Oui, bon, c'est ça être patriote. On travaille pour la République et la République c'est notre mère. Donc vous n'allez pas abandonner votre mère, même si elle ne vous donne rien. Oui, voilà. Parce qu'elle vous a déjà donné la vie. Voilà. On suppose que la vie vous va plus que tout ce qu'elle peut vous donner. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Aujourd'hui, on va parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Nous allons aussi voir
tout ce qui s'ensuit après. Déjà, avec la situation sécuritaire à l'est, bien sûr, de notre pays, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous avez à dire à tous les Congolais qui vous suivent? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La situation sécuritaire à l'est de notre pays nous inquiète nous tous. Okay. On peut dire que nous sommes tous endeuillés du fait que nos sœurs, nos frères, nos enfants à l'est vivent une situation incroyable, impossible, jamais imaginée, jamais connue aussi par le passé. Cette fois-ci, elle est vraiment trop mauvaise. Okay. Même si, si on fait le parallélisme, je dois vous dire, depuis Kasavubu, chaque président qui est arrivé au Congo depuis 60 ans a connu une guerre. Alors, à l'époque du président Kasavubu, nous avons eu la première guerre, à peine nous avons eu l'indépendance. Kasavubu parti, Mobutu est arrivé, Mobutu a connu aussi la guerre. Vous savez, Mobutu en a connu plus de 3. Pendant la période de Mobutu, nous avions toujours la guerre à l'Est. C'est que les gens ne savent pas. Cette guerre de l'Est n'est pas une guerre d'aujourd'hui. Malheureusement, à l'époque de Mobutu, on n'avait pas de médias pour pouvoir mieux communiquer. Voilà, médiatiser tout ce qui s'est passé à l'Est. Il y avait toujours la guerre. Mobutu parti, Mouzé est arrivé, Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé, il est arrivé encore sous la guerre. Et la guerre l'a même emporté. Joseph Kabila est arrivé et lui-même aussi est arrivé sous la guerre et il est parti, il a laissé la guerre. Puisque les gens disent non, mais quand il est parti... Il avait fini avec les M23, il a laissé le pays entier. Les M23 n'étaient pas partis, il a laissé 120 groupes armés. Donc c'est supposé qu'il y avait toujours la guerre. Quand on parle de 120 groupes armés, les 120 groupes armés font quoi? Ils sont là, ils sont vos amis? Non. Donc il y avait toujours la guerre. Et apparemment celle-ci c'est plus grave. Non, celle-ci a pris des tournures tout à fait exceptionnelles et insupportables. Pourquoi cette tournure exceptionnelle? Alors pourquoi cette tournure exceptionnelle? Par le passé, toutes les guerres que je viens de vous dire, du temps de Mobutu, il n'y avait pas de pays étrangers. Du temps de Désiré Laurent Kabila, il y a eu beaucoup de pays étrangers et ça semblait être la troisième guerre mondiale. On est parvenu quand même à maîtriser la situation. Les pays qui étaient venus sont repartis. Désiré est resté, mais on n'a pas compris bien Laurent Désiré Kabila, puisqu'il était le vrai nationaliste. Et nous, les Congolais, nous n'avons pas bien compris. Et comme toujours, et les étrangers non plus. Les étrangers ont préféré l'éliminer. Il est parti. Du temps de Joseph Kabila, de la même manière, beaucoup de pays étaient là. Finalement, ces pays sont partis. Mais il y a un seul pays qui continue à nous poser des problèmes. Le Rwanda. C'est le Rwanda. Le Rwanda continue à nous poser des problèmes. Nous avons 9 voisins. Oui. Sur 9 voisins, il n'y a qu'un seul voisin qui nous pose des problèmes. Nous pose des problèmes. Qu'est-ce qui est caché, bien, qui est caché derrière ces voisins-là? Où est-ce que le Rwanda peut avoir toute cette force-là et puis, je ne sais pas, l'audace de disposer? Il faut repartir vers les années 1990. Vers les années 1990, le Rwanda connaît pour une énième fois une rébellion. Cette rébellion est dirigée par l'actuel président du Rwanda, Kagame, qui était en Ouganda. Donc, Kagame, c'est un ancien rebelle. Kagame, c'est un ancien rebelle. Il était en Ouganda. Après avoir subi la formation militaire aux États-Unis, il est entré dans les troupes de Museveni. Museveni qui a pris le pouvoir par la rébellion en 1986 en Ouganda, en chassant, je crois, Milton Obote ou Idi Amin Dada, un des deux, et il nomme Kagame comme étant le chargé de la sécurité. Et alors, Kagame était un réfugié en Ouganda, donc il va rallier avec ses frères Tutsi réfugiés en Ouganda. Ils font un groupe de plus ou moins 5000 militaires
qui entrent dans l'armée ougandaise. Et ils deviennent pratiquement un corps, ils font un seul corps avec l'armée ougandaise. Ils aident Museveni à prendre le pouvoir. Et Museveni, à son tour, va aider Kagame pour qu'il prenne aussi le pouvoir au Rwanda. Il tente la première aventure en 1990, ça n'a pas passé. En 1993, il y a les négociations d'Arusha en Tanzanie, où finalement il se met d'accord pour que se partagent les pouvoirs Hutu et Tutsi. Bon, leurs mésaventures, leurs mésententes datent de longtemps, depuis 1957. On peut même remonter à 1945. Donc ça date de longtemps leur non-entente entre les deux ethnies qui vivaient ensemble au Rwanda. Alors en 1994, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais voilà, nous payons les conséquences d'avoir accepté d'accueillir les réfugiés rwandais au Congo, y compris au Zaïre, y compris même tout un gouvernement qui est en fonction au Rwanda et qui va venir ici. Et qui va venir ici comment? Une petite historique, une petite histoire. Pour la meilleure compréhension. Pour la meilleure compréhension. Après les génocides rwandais, qu'ils ont transformé aujourd'hui en génocide Tutsi, comme s'il n'y avait que Tutsi qui sont décédés. Il y a eu et les Tutsi, et les Twa, et les Hutus. Donc, les génocides étaient appelés au début génocide rwandais, et Kagame a transformé ça pour devenir génocide des Tutsis. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La communauté internationale, soi-disant communauté internationale, parce qu'à ce moment-là, c'était la France. La France va demander au gouvernement du Zaïre d'accueillir les troupes, disons, les Rwandais, surtout le gouvernement rwandais. C'est la France. En termes de réfugiés. En termes de réfugiés, mais aussi ouvrir ce qu'on a appelé le couloir humanitaire. Et ça, c'est le haut commissariat aux réfugiés qui va demander au gouvernement Ken Gwandondo, donc gouvernement du Zaïre. À ce moment-là, on avait Premier ministre, M. Ken Gwandondo. Mais malheureusement, on l'a fait bêtement et naïvement. Naïvement, pourquoi? Parce que le gouvernement rwandais est entré avec tout son armement, il est entré comme gouvernement. Il n'a pas été, comment dirais-je, cantonné, il n'avait pas désarmé, contrôlé. Voilà. Et voilà, deuxième élément qui s'ajoute, les Français vont créer les troupes qui vont venir ici, les troupes turquoises, soi-disant sécuriser l'entrée de Rwandais, et ainsi de suite. Alors, mais tout cela, c'était un dessin, c'était bien dessiné, c'était déjà bien fait. Pourquoi? Puisqu'il y avait une guerre entre la France et les États-Unis. La France occupait l'Afrique centrale et les États-Unis voulaient à son tour occuper l'Afrique centrale. Et comment faire? Il fallait chercher les maillons les plus faibles pour atteindre les maillons les plus forts. Ce qu'ils voulaient, c'est atteindre les Zaïre. Alors, ils sont passés par le Rwanda et l'Ouganda pour pouvoir atteindre le Mobutu. Le Mobutu qui était déjà fatigué, il fallait les faire partir pour trouver un nouveau leadership dans la région des Grands Lacs africains. Donc, les Américains vont appuyer Kagame et Museveni pour chasser Mobutu au pouvoir. Et ils sont passés par... Non, c'est après. Ils sont passés par... Si vous regardez bien, les mouvements des Rwandais ou tout qu'on chassait au Rwanda en 1994, quand Kagame entre avec ses troupes, c'est aux Zaïre qu'on les orientait. On a voulu envoyer une partie en Tanzanie. À un certain moment, Kagame, une fois qu'il est entré, après avoir tué les deux présidents, les présidents rwandais et les présidents burundais qui sont morts dans cet avion-là, les fameux avions, alors toutes les troupes, tous les Rwandais qui fuyaient, on les orientait vers les Zaïre. On a barré la partie
Tanzanie et la partie Ouganda pour les envoyer au Zaïre. Alors on les envoyait au Zaïre avec quel objectif? On les envoyait au Zaïre pour permettre à Kagame de les poursuivre au Zaïre. Mais ce n'est pas seulement les poursuivre au Zaïre, c'est pour permettre un désordre qui ferait que Mobutu puisse tomber et qu'il prenne les Zaïre en main. Puisque leur objectif, une fois atteint le Rwanda, leur objectif principal était les Zaïre. Il fallait conquérir les Zaïre. Mais comment faire pour conquérir les Zaïre? Les Américains vont aider le gouvernement rwandais, donc au gouvernement de Kagame, pour pouvoir atteindre les Zaïre, et ils enverront même les conseils militaires là-bas, ils enverront même les militaires, ils enverront même avec un projet qu'on appelait aide humanitaire. Ça approche. D'ailleurs, ce n'était pas ça. Hein? Ce n'était pas l'aide humanitaire. Ils avaient établi un groupe armé, l'armée américaine au Rwanda, mais ce n'était pas au Rwanda, une bonne partie était à Goma. À Goma, pourquoi? Pour contrôler ces mouvements-là et déstabiliser pratiquement l'armée congolaise qui ne pouvait pas intervenir sur place. C'est ainsi que les gens sont entrés, mais avec objectif plus tard que nous avons connu, Mobutu est parti et ils ont trouvé Laurent Désiré Kabila. Mais imaginez-vous qu'à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, il était accompagné avec qui? Il était accompagné avec Ngandou Lisasi. Et où serait Ngandou Lisasi après? Puis c'est Ngandou qui a été contacté les premiers. Ngandou Lisasi a été contacté les premiers. Et les Américains ont dit non. Il y avait un monsieur qui était contre Mobutu dans les années 60, qui serait quelque part chez les Américains ont contacté Museveni. Museveni a dit non, je le connais, tel. C'est Museveni qui est parti chercher Laurent Désiré Kabila dans ses maquis et il l'a amené au Rwanda. Et de Rwanda, ils se sont retrouvés tous pour les présenter aux Américains. Et ils ont fait les accords. Nous connaissons la suite. Alors maintenant, le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait? Comme son objectif est celui de conquérir les Zaïre, il va poursuivre les Hutus que nous connaissons tous, comment on les a éliminés sur la période de Musée. Oui. Nous savons tout ça. Mais ça, ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est s'asseoir aux Zaïre. Installer leur pouvoir aux Zaïre pour contrôler l'Afrique centrale, au bénéfice de l'Amérique. C'était ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le génocide est arrivé et on continue à poursuivre les génocidaires. Mais posez-vous la question, depuis 1994 à aujourd'hui 2025, c'est 30 ans qui sont passés. Oui. Et 30 ans, les génocidaires sont toujours là. Ça sont les enfants qui sont nés après. Les enfants qui sont nés après là sont aussi les génocidaires. Ils ont connu cette idéologie-là. Alors, posez-vous la question, pourquoi ils continuent? Ils continuent pour deux objectifs. Merci beaucoup, monsieur le professeur, avec le détail. Mais avec ce que vous venez de dire là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire pour sortir et pour finir la guerre à l'Est? Quand les chefs de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, président de la RDC, disait que nous sommes attaqués par le Rwanda, les gens n'acceptent pas. Que la guerre de l'Est que nous vivons actuellement, c'est le Rwanda en premier lieu, qui est le faiseur de la guerre, et que nous devions nous attaquer au Rwanda, les gens ne croyaient pas. Maintenant, tout le monde est venu en évidence que le Rwanda est entré sur le sol congolais. On a compris que c'est le Rwanda, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Un État, dans une situation comme celle-ci, si l'État n'est pas fort, il disparaît. Et dans une situation comme celle-ci, si dans l'État, on continue toujours à se chamailler, l'État va disparaître. Et un État en guerre, tout le monde se met ensemble, se réunit autour du commandant suprême pour pouvoir chasser l'ennemi. C'est la première des choses. C'est l'union des Congolais. Or, nous, Congolais, on n'est pas unis. Deuxième des choses, c'est la formation des services secrets et des forces de sécurité. Avec la NER et concert. Tous les services de renseignement, ils doivent être bien outillés, bien formés, bien encadrés. Deuxième des choses, c'est les services, les forces armées et la police.
bien formé, bien encadré. Tant qu'on n'a pas une armée forte, même si vous criez comment, mais vous avez vu, les autres étaient venus. Quand Goma est tombé, Monusco était là. Quand Goma est tombé, les forces de Sadek étaient là. Est-ce possible? Goma tombe, nous avons plus ou moins 15 000 hommes à Goma. Contre les 10 000 qui sont arrivés de Rwanda. 15 000, 20 000. Puisqu'on avait les nôtres 15 000, plus la Monusco, plus 5 000 de ces deux groupes-là. On a 20 000 hommes. 20 000 hommes contre 10 000. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la trahison. Je l'ai toujours dit, depuis l'année passée, j'ai fait des émissions sur ça pour dire on doit extirper dans la chaîne de commandement des traîtres. Notre chaîne de commandement était pleine de traîtres. Et ils y sont jusqu'à présent. Tant qu'on n'extirpe pas les traîtres dans la chaîne de commandement, tout ce qu'on pourra faire va sortir, ça sera directement transmis au Rwanda. Et aujourd'hui que les Rwandais occupent Goma et occupent Bukavu avec tous les autres territoires, Bunagana, et ainsi. Il n'y a que deux voies. Il y a la voie militaire, oui. Il y a la voie de négociation. Mais entre-temps, la voie de négociation n'exclut pas la voie militaire. Merci beaucoup, M. Le professeur. On doit avancer lentement et sûrement. Vous avez cité l'unité des Congolais. Vous avez parlé qu'on renforce, soit bien préparer les services secrets, l'armée. Vous avez parlé nulle part de... vous avez parlé nulle part de la diplomatie. Voilà. La diplomatie, si vous avez bien suivi les choses de l'État, dit bien, c'est cette guerre, nous l'affrontons sur 4 niveaux. Oui. Premier niveau, la diplomatie. Oui. Deuxième niveau, les forces armées militaires. Oui. Troisième niveau, c'est combat économique. C'est-à-dire au niveau économique. Puisque le Rwanda est tenté là-bas pour deux motifs. C'est l'expansion territoriale et c'est l'exploitation de nos minéraux. Donc, la guerre économique. Et quatrième niveau, c'est le niveau médiatique. Oui. Donc, vous les journalistes, vous devez nous aider à diffuser, à vulgariser la présence des troupes rwandaises au Congo, pourquoi ils sont là, les motifs pour lesquels ils sont là. En même temps, la diplomatie, ça c'est réservé au gouvernement et au Parlement. Oui. Il y a la diplomatie qui est actuellement, nous devons remercier, en bonne position. Nous devons remercier le chef de l'État, puisque tous les voyages qu'il faisait, les gens disaient non, pourquoi il fait ces voyages-là, les voyages-là ont apporté quoi. Aujourd'hui, les voyages des chefs de l'État ont apporté tout ce que maintenant beaucoup d'autres commencent à dire, non, les autres nous ont commencé à nous soutenir, ils ont pris les résolutions. Il les remercie les résolutions ou la résolution prise par les conseils de sécurité des Nations Unies, mais il ne remercie pas le travail fait en amont par les chefs de l'État. C'est ça la diplomatie qu'il a utilisée. Et c'est pour ça qu'il faut remercier l'actuel ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba, qui a abattu, naturellement, sans oublier les précédents, puisqu'il y avait déjà un travail abattu en amont par les ministres sortants, comment il s'appelle encore on passe à on passe, monsieur le professeur, le nom va venir. Oui. Donc, la diplomatie est en marche. Il y a la diplomatie du gouvernement central et il y a la diplomatie parlementaire. Les parlementaires congolais sont en train d'y travailler. Dernièrement, vous avez vu le président du Sénat qui était en Belgique, et qui était en France et qui est parti à Bruxelles pour l'Union européenne. Et il y a 2 semaines, le président de l'Assemblée nationale, Kamere, était en Israël. Et il y a les autres parlementaires qui sont déployés de gauche à droite. Vous avez vu Lambert Mende qui était parti en Ouganda. Donc, la diplomatie est en marche. Maintenant, l'aspect qui reste à renforcer, c'est l'aspect militaire. Oui, l'unité des Congolais, comment ça va se faire? Parce que déjà là, le chef de l'État a appelé pour les consultations pour constituer le gouvernement de l'Union nationale, mais il y a une partie de l'opposition qui refuse. Bon, ce que j'ai dit que partout au monde où il y a un problème de ce genre, une guerre, vous voyez même en Ukraine, tout le monde est derrière, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Zelensky, tous les Ukrainiens sont derrière lui pour gagner la guerre, pour bouter dehors l'ennemi, mais ils ne sont pas avec lui.
Chez nous, c'est l'égoïsme et l'égocentricisme. Il y a l'égoïsme, il y a l'égocentrisme, il y a l'individualisme qui ont pris fait et cause et ont mis des pieds dans notre façon de nous comporter. C'est-à-dire quoi? Ôte-toi de là, je m'y mets. C'est ça ce qui se fait chez nous. L'opposition de chez nous, c'est ôte-toi de là, que je m'y mette moi aussi. Alors, que la maison se brûle. Pendant que la maison se brûle, maintenant moi je dis quoi? Vous me demandez pour les consultations qui sont en train d'être faites. Oui, pour l'unité des Congolais. Congolais. Comment on doit faire? Parce qu'apparemment, moi je sens que jusque-là, il n'y a pas l'unité. On appelle pour que les Congolais se mettent ensemble. Il y a des certains qui refusent. Oui. Bon, voilà, si c'était moi, d'abord la première des choses, l'idée est venue du chef de l'État. Oui. Nous lui remercions pour cette idée-là. Mais il avait déjà commencé avec cette idée-là quand il a créé l'Union Sacrée. Il a dit, venez, tous venez vers moi, travaillons ensemble pour relever les défis qui sont devant nous. Certains sont passés là-bas, d'autres sont restés de l'autre côté. Bon, chacun dans sa légitimité de décider, dans sa liberté aussi de décider, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, le chef de l'État a une majorité écrasante au niveau du Parlement. Oui. Donc, il n'a pas besoin de faire un gouvernement d'union nationale. Il n'a pas besoin d'appeler ses frères. Non, qui va appeler, attendez. De toutes les manières, tout le monde ne viendra jamais vers lui. Ok. Pour moi, ça c'est mon point de vue. Oui. Avec une majorité écrasante au niveau du Parlement, avec presque tous les gouverneurs de province sont acquis à lui, 26 gouverneurs sont acquis à lui. Là, pour moi, mon idée c'était quoi, mon humble avis, les députés aussi sont faire un remaniement technique. Et retoucher le gouvernement avec certains individus provenant des sociétés civiles, provenant même de l'opposition, puisque toute l'opposition n'est pas unanime, elle n'est pas homogène. L'opposition que nous avons. D'ailleurs, nous avons déjà M. Moutamba. Le ministre Moutamba actuel de la justice vient de l'opposition républicaine. Donc, il était question peut-être d'intégrer d'autres éléments de l'opposition qui acceptent de travailler avec lui. Là, on ne tient pas compte des quotas. Attendez d'abord, monsieur le journaliste. Vous m'avez posé la question sur ça, il faut qu'on comprenne mon idée. Voilà. Je ne suis pas d'accord pour les consultations actuelles. Pourquoi? Oui. Puisqu'il a déjà une majorité au Parlement. Ça, c'est la première des choses. Avec cette majorité au Parlement, ça peut lui permettre de pouvoir reconstituer un gouvernement technique ou bien un gouvernement remanié avec quelques éléments qui proviendraient de la société civile et de l'opposition, comme il a appris M. Moutamba actuellement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, comment on pouvait faire ces consultations-là? Pour moi, les consultations actuelles devraient être consultations populaires. Comment faire, comme il a donné un travail à l'honorable professeur Eberand, il devrait adjoindre à Eberand toute une équipe. Comment ça devrait se faire? Aller vers les provinces. Parler avec les citoyens. Qu'est-ce que les citoyens pensent de l'actuelle situation? Et quelles sont les pistes de solutions que les citoyens peuvent proposer? Et sur un mois, envoyer des émissaires dans toutes les provinces avec des questionnaires, parler avec la couche des étudiants, la couche des élèves, la couche des paysans, la couche des professionnels, de maraîchers, tout le monde. Associer ces gens-là et puis revenir avec ces questionnaires-là ici, les analyser, les épulcher plutôt, et ensuite trouver par la corrélation les éléments de réponse et après transformer ces éléments de réponse-là en des résolutions qui nous permettraient d'avancer avec les pays. Puisque maintenant, là, les consultations qui sont faites par l'honorable Eberand, mais ce sont les mêmes individus. Ce sont les mêmes personnalités. Ce sont les mêmes personnalités. Ce sont déjà de l'Union Sacrée. C'est ainsi que vous entendez certaines couches de l'opposition qui disent mais ce sont des consultations de l'Union Sacrée. Vous comprenez? Ce sont des consultations de l'Union Sacrée. Or, si on allait mettre ça comme étant des consultations populaires, où on associerait toutes les couches là, monsieur le conseiller spécial, avec d'autres experts qui seraient tout autour de lui en tant que fer de lance, avec ces gens-là, voilà, par province,
telle équipe qui part, par province telle équipe qui part, vous avez 10 jours, vous avez 15 jours, travaillez, vous leur donnez les termes de référence, termes sauf référence. On leur donne ça avec un questionnaire, allez travailler et vous revenez. Et ça serait la meilleure façon de faire associer tout le monde. Et ça serait la meilleure façon de créer cette cohésion-là autour du chef de l'État pour avoir des réponses à des problèmes que la population va elle-même proposer. Mais maintenant, la formule utilisée, c'est une formule où ce sont les mêmes individus depuis 1960 qui sont toujours là, qui sont toujours les mêmes là. Ils vont venir dire les mêmes histoires, et puis on ira où? Pas de changement, pas d'avance. Et puis on va les débaucher pour les mettre encore dans le même gouvernement. Donc, avec l'arrivée du président Fachi, nous pensions qu'on allait déboulonner pratiquement les systèmes comme il l'avait dit, qu'on allait changer la classe politique. On aurait une nouvelle classe politique émergente qui allait nous permettre d'évoluer autrement. Mais malheureusement, les systèmes politiques actuels a fait que les présidents soient engloutis dans les systèmes. Comment ça? Comment ce système peut résister, peut faire longtemps? Monsieur le journaliste, vous êtes ici, vous y vivez, oui. Vous connaissez le système politique congolais. Oui. Il est fait par les mêmes acteurs, oui. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi si dans les systèmes actuels, vous avez quelles sont les nouvelles figures politiques qui sont sorties avec des nouvelles idéologies. Puisque, regardons, nous avons plus de 1000 partis politiques. Oui. Sur les 1000 partis politiques là, 90% de ces partis-là se réclament d'être d'international socialistes, c'est-à-dire de gauche. Mais ils se font la guerre. Ils se font la guerre. L'ancien parti politique qui était au pouvoir, PPND, il est de la gauche. L'UDP c'est de la gauche. Tout ce qui est arrivé par après sont de gauche. SID de Martin choisit de gauche. Gauche, SID c'est gauche. Mais pourquoi SID peut faire guerre à UDPS? Pourquoi PPND peut faire la guerre à l'UDPS? Pourquoi tout ce monde-là qui est resté avec FCC, c'est de la gauche? Donc, vous comprenez bien que notre système politique n'est pas un système politique voué au développement. J'allais vous poser une question. Vous avez parlé d'un gouvernement technique. Que pensez-vous, qu'entendez-vous d'un gouvernement technique? Un gouvernement technique, ce serait un gouvernement de combat. De combat. Quand on donnerait des missions précises, 3-4 missions. Aujourd'hui, la libération de Bukavu, Goma, Bunagana, Kibumba, Walikale, Massissi, tous ces... Ça, c'est pas seulement au ministre de tutelle, à tout le monde. Tout le monde. Okay. Tout le monde doit être impliqué dans ça. Okay. La dynamique de ce gouvernement-là, c'est première mission, libérer les zones occupées. Okay. Deuxième mission, s'occuper des infrastructures. Okay. Troisième mission, s'occuper du social. Vous comprenez? Okay. Donc, si nous avons mission première, libérer, donc tout doit être focalisé sur ça. Alors, pour libérer, je l'ai déjà dit au début, c'est utiliser les intelligences. Aujourd'hui, la guerre qui s'est faite, c'est la guerre d'intelligence. C'est la guerre médiatique. Toutes les zones qui sont tombées là sont tombées sans la guerre. Et non, les M23 déjà, les terroristes sont déjà là. Vous, les gens fuient, même nos militaires fuient et ils abandonnent. Et ces gens-là arrivent et ils occupent. Il n'y a eu la guerre qu'à Goma. Partout là, si vous regardez bien la cartographie, ces gens-là n'ont jamais combattu. Donc, nous devons faire une guerre d'intelligence. Et la guerre d'intelligence doit être comme une mission principale au sein d'un nouveau gouvernement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est la création des infrastructures. Nous avons des provinces qu'on ne sait pas atteindre. Même au sein même des mêmes provinces, on ne sait pas voyager. Kinshasa est là, on ne sait pas voyager à Kinshasa. Aujourd'hui, les embouteillages sont devenus... C'est un phénomène depuis 10-15 ans qui a pris de l'ampleur et qui dépasse même l'intelligence des dirigeants. Mais voilà, les gouvernements n'arrivent pas à trouver une solution à ça. Ça a changé même le mode de vie des gens. On ne sait pas vivre à Kinshasa. Monsieur le professeur, s'il vous plaît, acceptez cette question. Vous êtes professeur, vous enseignez. Apparemment, ce n'est pas les gens dont vous enseignez, les autorités n'arrivent pas à bien maîtriser ce que vous leur apprenez ou comment?
Parce qu'à des fois, quand on vous donne une portion de pouvoir, c'est comme si on n'est plus intelligent, c'est comme, excusez-moi, c'est comme si on ne réfléchit plus bien. Non, ce n'est pas qu'on ne réfléchit plus bien. Non, je vous ai parlé des systèmes. Oui. Hier, j'en parlais avec mes étudiants, ils m'ont posé la même question là. Ils disent, mais professeur, vous nous formez très bien, vous parlez bien, oui. Mais quand on vous envoie là-bas, oui. Alors, voilà. J'ai parlé d'un système. Les systèmes est un ensemble d'éléments internes et externes qui vivent tous d'une manière harmonieuse et réciproquement. Ok. C'est ça les systèmes. Maintenant, quand nous disons nos politiciens, ils sortent de quelle société, monsieur le journaliste? Ils viennent des partis politiques. Non, les partis politiques. C'est chez nous ici. La société. Oui. De quelle société? La société congolaise. C'est la société congolaise. Oui. La société congolaise aujourd'hui, elle est comment? Elle est telle qu'elle est. Elle a quelle valeur de repère? Je ne veux pas trop dire. Mais non, mais c'est ça. Elle a quelle valeur de repère? Elle a quel point de repère? Donc, quand nos frères, nos sœurs, élevés aujourd'hui, vous faites quoi? Vous fêtez, non? Puisqu'il est d'où? Il est de chez vous. Mais il a été élevé au plan national. Ce n'est pas au plan clanique. Ce n'est pas au plan familial. Pourquoi vous le fêtez? Non, mais l'argent vient chez nous, nous verrons les emplois, vous voyez, c'est ça le système. Donc vous l'influencez déjà pour que tu es parti là-bas pour penser à la famille. Mais vous comprenez ça? Or, ailleurs, ce n'est pas ça. Ailleurs, on vous lève à ce niveau-là, c'est pour penser nation. Ce n'est pas penser famille. Ce n'est pas penser ami. C'est penser nation. Mais nous avons la pensée familiale. Quand demain, on les met dehors, vous faites quoi? Nous, ressortissants d'eux. Vous avez compris ça? Nous, ressortissants d'eux. Est-ce que là, vous pensez nation, ou vous pensez clan, ou vous pensez ethnie, ou vous pensez famille? C'est ça le système. Je vous ai dit, le système est l'ensemble des éléments internes et externes. Les éléments externes du système ici sont plus prépondérants sur les éléments internes du système. Et dans l'interne du système, vous avez des éléments qui vous tirent vers les bas plutôt que vous tirer vers les hauts. Yonde Mutobo Sambogo, ça vient de qui? Yonde Mutobo Sambogo, ça vient de qui? De nous? De vous, non? Pourquoi vous dites ça? Et moi, je conseillerais à son excellence Moutama, le ministre Moutama, de tels propos devraient être pénalisés. Yonde Mutobo Sambogo, Yonde Nani, ça devrait être pénalisé. Vous allez en prison, 6 mois de prison, 5-10 000 $ d'amende. À ce moment-là, les gens ne vont plus jouer. À ce moment-là, les gens ne vont plus jouer. Donc, c'est ça, les éléments du système qui dérangent pour vous permettre de bien réfléchir. Ce n'est pas que les professeurs qui vont, puisqu'on a dit, mais il y a des professeurs là-bas. Il y a beaucoup de professeurs d'université, mais apparemment, je ne vont pas. Les professeurs viennent d'où? Je vous ai posé la question, ils viennent de cette société, ils viennent de ces systèmes-là, de l'extérieur, des éléments de l'extérieur, qui influencent les systèmes internes. Et quand ils vont là-bas, c'est les partis. Vous n'êtes pas parti là-bas par vos propres compétences. Vous êtes parti là-bas puisque les partis vous ont envoyé. Et donc vous devez faire la volonté de qui? Du parti. Et vous arrivez là-bas, vous avez un président qui a sa vision. Et vous devez vous attaquer à la vision du président. Donc, entrer ou attaquer. Et la plupart ne travaillent pas avec la vision du président. Il la proclame dehors, à l'intérieur, il ne l'applique pas. Donc, c'est ça le système. Est-ce que ce système peut aussi finir un jour? Comment on peut faire pour finir avec ce système? Quand on va s'attaquer aux compétences des uns et des autres. Ok. Il n'y a que ça. Okay. On sait que les journalistes papier compétents en telle matière, nous prenons, nous les mettons là-bas. Okay. Les professeurs Nguindou est compétent en telle matière, nous prenons, nous les mettons là-bas. Et nous laissons aux professeurs Nguindou, aux journalistes papier, les mains libres pour qu'ils prennent les stratégies nécessaires dans les domaines qui est les siens. Mais ces stratégies-là doivent être compatibles avec la vision du chef de l'État. Or, nous souvent, dites-moi, tous les gouvernements qui sont passés, dites-moi, quel est le ministre des Transports qui s'est attaqué au phénomène des embouteillages? Aucun. Quel est le ministre des Transports qui s'est attaqué au problème des
faire les arrêts de bus, les simples arrêts de bus. Vous les avez vus où? Même le prix de transport. Non, aussi, non, le prix de transport, il y a plusieurs facteurs. Mais je parle seulement des simples arrêts de bus. Vous les avez vus où? Quel est le ministre? Peut-être ce sont les mêmes ministres qui sont, je ne sais pas, transférés, mutés, vous quittez. Non, même si vous êtes transféré, peu importe, ça fonctionne partout. Dans tous les pays du monde, on peut vous permettre d'un ministère à un autre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui compte, c'est le travail que vous devez aller faire là-bas où vous allez. Dites-moi, ici à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, il y a un plan directeur du temps de Kimbuta, gouverneur Kimbuta, avec les Japonais qui nous ont aidés à faire ces plans-là. J'étais encore au ministère de la décentralisation à ce moment-là. Il y a un plan. Un plan directeur de la ville. Ok. Vous l'avez vu où? Et vous avez laissé ça ou vous avez caché ça où? Mais ça y est là-bas, à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, il y en a. Après Kimbuta, il y a eu Ngobila. Après Ngobila, il y a maintenant gouverneur Bumba. Qui en parle? Les Japonais ont mis de l'argent là-bas. Ok. Pour nous faire un plan directeur qui est prévu dans la Constitution. Ok. Ça fait partie de la loi sur la libre administration des provinces. C'est un élément prévu dans la Constitution. Vous avez ici la Constitution. Allez lire dans les attributions des provinces. À l'article 203. Vous trouverez ça. Qui l'applique? Merci beaucoup, monsieur le professeur. On doit avancer. On sent que vous avez beaucoup de la matière à nous donner. La démarche des évêques et le pasteur de l'ECC, qu'est-ce que vous comprenez de cette démarche-là? Bon, vous savez, même dans la famille, on a besoin de dialogue. Ok. Le dialogue n'est pas interdit. Le dialogue, c'est les leviers. Ok. Hein? C'est ce qu'on dit, quand quelque chose ne marche pas dans la famille, il faut que vous parliez, que vous dialoguez entre vous pour trouver des solutions. Maintenant, dans la famille, il y a un chef, c'est le papa. Oui. Hein? C'est le papa qui va réunir ses enfants, venez ici, parlons ensemble, ainsi de suite. N'est-ce pas ça? C'est ça. Ok. Il y a une tête qui décide sur le dialogue. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui va décider sur le dialogue. Tout le monde va venir apporter son soutien à cela. Ce que nos églises font, ce n'est pas moi, je suis catholique, Oui. fidèle catholique. Mais est-ce que, je vous pose la question, avez-vous vu la Senko faire dans les paroisses, circuler dans les paroisses pour savoir qu'est-ce que les fidèles pensent du pays? Ça, je ne sais pas. Non, mais vous vivez au Congo, non? Mais moi, je ne suis pas catholique. Vous n'êtes pas catholique, oui, mais vous êtes au Congo au moins. Est-ce que vous avez entendu dans des paroisses qu'il y a eu des consultations dans des paroisses pour savoir donner la parole, hein, pour faire de l'évêque ou pour faire de Monseigneur Scholl notre porte-parole qui amènerait ça au gouvernement central? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Vous avez vu chez les protestants la même chose? Je ne pense pas aussi. Alors, maintenant, ce qu'ils font n'est pas mauvais. C'est bon, chacun de nous peut le faire. Mais ils le font sur les mandats de qui? Ils avaient informé le chef de l'État avant de se Vous dites déplacer. informé. Oui. Mais ce n'est pas les mandats. Ils ont reçu le mandat de qui? Bon, ok. Admettons. Mettons entre guillemets que le chef de l'État les ait autorisés. Quand ils partent là-bas, ils partent avec la vision diplomatique du chef de l'État, du gouvernement central, ou les visions à eux. Qui est représentant du chef de l'État dans tout ce qu'ils font là, pour savoir si réellement c'est la même vision diplomatique du chef de l'État et du gouvernement central que nos pères spirituels amènent partout où ils vont? On n'a pas la certitude de ça. Qu'est-ce qu'il leur a... Ok. Tous les pays du monde ont connu ces problèmes. Nous avons des pays voisins. Nous avons la Centrafrique qui a les mêmes problèmes avec nous. Avez-vous vu les évêques du Centrafrique et les pasteurs du Centrafrique venir au Congo? Monsieur le journaliste. Je vous suis, monsieur le professeur. L'Angola a connu une guerre pendant 25 ans. L'Angola est devenu indépendant en
le 11 novembre 1975. Pendant tout ce temps-là, en Angola, il n'y avait pas les évêques, il n'y avait pas l'église protestante. Vous les avez vus circuler pour venir Non, mais déjà, quand ils demandent que tous les Congolais doivent se mettre autour de la table, toutes les parties... Oui, mais faisons-les à l'intérieur. Je ne refuse pas. Je dis bien, le dialogue, c'est un moment très important dans chaque vie de l'homme et dans chaque vie de la famille, dans chaque vie d'un pays. Il faut le dialogue. Nous ne sommes pas des ennemis dans notre propre pays. Oui. Hein, nous devons dialoguer. Je ne refuse pas. Mais le fait que ce dialogue transcende les limites, les frontières du pays. Mais qu'est-ce que vous cherchez qui à l'extérieur? Cherchez qui et on dit quoi à celui-là? Parce que les problèmes nous concernent. Mais il y a la Russie en guerre avec l'Ukraine. Vous avez vu les orthodoxes venir chez nous, ou l'orthodoxe aller en Grèce. La Grèce, c'est un pays orthodoxe. Vous avez vu les évêques orthodoxes de la Grèce, ou de l'Ukraine, ou de la Russie, aller en Grèce, aller dans d'autres pays voisins? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Pourquoi nous devons chaque fois prendre notre habit sale, l'amener à l'extérieur? Comment les gens vont nous respecter? Bon, au Rwanda, 30 ans de génocide. Avez-vous vu, il y a l'église catholique là-bas. Avez-vous vu l'église catholique du Rwanda venir? Mais pourquoi au Rwanda on ne réclame pas aussi les dialogues entre l'FDLR et le gouvernement rwandais? Il n'y a pas l'église catholique là-bas? Il n'y a pas l'église protestante là-bas? Puisque c'est le Rwanda qui nous agresse. Et ils nous agressent avec le motif de dire non, ils utilisent le FDLR contre nous. Avez-vous vu un FDLR qui a tué les Rwandais chez eux, qui est parti attaquer les Rwandais chez lui? Un FDLR. Vous avez vu le FDLR envahir le Rwanda? Et même si le FDLR avait envahi le Rwanda, pourquoi les évêques là-bas ne viennent pas aussi chez nous pour demander notre bon office? Au Cameroun, vous avez vu, il y a les Boko Haram au Cameroun, au Tchad, au Niger. Mali, Niger, Burkina Faso. Ils sont aussi attaqués par les terroristes comme nous. Avez-vous vu les églises là-bas, islam, musulmanes ou bien catholiques ou quoi, qui font la ronde du monde pour réclamer qu'on vienne tenir le dialogue? Pour réclamer le dialogue, il faut faire la ronde du monde. Non, monsieur le journaliste. Sur ça, moi, j'ai un avis contraire à celui de nos pères. Non, j'ai un avis contraire à celui de nos pères catholiques et nos pères spirituels et protestants. Puisque leur démarche, je ne crois pas que ce soit une démarche sincère. Okay. Nous avons suivi, ils parlent. On capte déjà à partir de ce qu'ils disent que cette démarche n'est pas sincère. Puisque quand ils disent, nous préparons même pour ceux-là qui vont venir après. Ça, c'est le propos de monsieur. Peut-être mettre un fondement, parce que celui qui viendra aussi va suivre. Celui qui viendra. Peut-être dans ce sens-là. Monsieur le journaliste. Après, parce que le président fait ceci, après un temps, il va partir. En 2016, nous avons eu les mêmes dialogues. Oui. Oui ou non? Oui. On a amené même ici les faits. D'abord, il y a eu le dialogue de 5 ans. Ensuite, il y a eu le dialogue avec les faits, les Togolais, l'ancien secrétaire de l'ONU, de l'OIA, que je connais très bien. Il était venu ici, Kwadjo. Ou Kwadjo, ou comment il s'appelle encore? Edem Kodjo, je crois. Edem Kodjo. Oui. Edem Kodjo. Edem Kodjo était venu ici. Hein, où il a rapproché les caméras et les autres, tout le monde, et les présidents caméras actuels qui espéraient devenir Premier ministre, il ne l'était pas devenu. Donc, qu'est-ce que ça nous a amené? Ces dialogues-là, à quoi nous a amené? C'était un dialogue interne. Ça nous a amené à quoi? Et on a cherché un étranger pour venir les conduire. Ça nous a amené à quoi? Donc, mon point de vue est contraire à celui de nos pères spirituels. Vous souhaitez la rencontre ou bien la négociation de Luanda, d'ailleurs, mais pas de père spirituel? Non, je ne refuse pas un dialogue interne. Oui. Monsieur le journaliste, comprenez-moi. Je m'insurge moi sur le fait que nos pères spirituels transcendent nos frontières pour aller exposer nos problèmes ailleurs, nos faiblesses ailleurs. Okay. Ils exposent notre pays aux autres. Okay. Et on comprend là-bas que non, au Congo, ils ne sont pas forts, il n'y a pas des hommes intelligents. Donc, voilà, on va commander quoi chez les autres qu'on ne peut pas organiser ici à l'interne. Quand le président Kabila l'a fait en 2016, est-ce qu'il est parti chercher les gens? Il est parti chercher ailleurs. On a cherché un facilitateur qui était Edem Kodjo, qui est venu. Bon,
puisque les uns et les autres n'avaient pas confiance. Créons d'abord un climat de confiance entre nous-mêmes. C'est ça ce que nos pères spirituels devaient faire. C'est de créer un climat de confiance entre les présidents Tshisekedi, entre les présidents Tshisekedi et la population, entre les présidents Tshisekedi et l'opposition, donc Fayoulou, Katumbi, Kabila. Et voilà l'essentiel de ce qu'ils devaient faire pour moi. Rapprocher les Congolais entre eux, mettre les Congolais à table entre eux-mêmes d'abord, créer un climat de confiance entre les Congolais, sans pour autant les exposer nos problèmes à l'étranger. Ces problèmes de Rwanda, ce sont les soi-disant communautés internationales qui nous les a créés. Et ils connaissent l'origine. Je viens de vous tracer là. Je ne suis pas allé loin, je pouvais vous dire, lisez les livres de Holocauste au Congo, les livres de journalistes camerounais. Vous allez comprendre, Michel Onan. Allez lire le livre là. Vous avez tous les éléments possibles sur la guerre de l'Est. Donc, ces mêmes personnes, vous les invitez, vous les faites partie, vous les informez encore de ce qui se passe. Donc, ils découvrent que vous êtes faibles. Ils découvrent vos faiblesses et ils savent maintenant comment aussi vous manipuler. Puis ce sont eux qui sont à la base de la guerre que nous avons à l'Est. Ce sont eux qui ont voulu qu'on ouvre un couloir humanitaire. Ce sont eux qui ont armé le Rwanda. Ce sont eux qui sont derrière le Rwanda pour acheter nos minéraux. Ils veulent que l'Est soit déstabilisé pour que nous, on ne fixe pas les prix de nos matières premières et qu'on ne puisse pas bénéficier de ces matières premières-là. Mais ce sont eux. Vous allez encore vers eux. Et ils vont même voir les mêmes pays qui nous agressent pour dire non, il a aussi... Quelles sont les raisons que Kagame a de nous envahir? Dans quel pays au monde vous pouvez trouver ça? Dans quel pays au monde qu'il a ses raisons? Mais c'est lui qui a fait tout. C'est-à-dire, nos pères spirituels n'ont pas compris la dynamique de la politique internationale. Ils ne l'ont pas encore bien comprise, pour moi. Donc, je reviens, ils doivent créer un climat de confiance entre les Congolais, à rapprocher le président Tshisekedi avec sa population, à rapprocher l'opposition vers les... Puisque, qu'on le veuille ou pas, Tshisekedi est toujours président. Nous devons lui donner toutes ses lettres de noblesse. Nous devons le respecter en tant que notre président. On ne peut pas mettre le président au même pied que l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rapprocher l'opposition vers les présidents, créer ces climats de confiance là pour qu'ils dialoguent, qu'ils se parlent entre eux. Ils sont tous fils du pays. Alors on ne doit pas avoir les ennemis entre nous. Nous devons aller dans la direction de construire notre pays. Voilà, merci beaucoup monsieur le professeur Ngindou Kalala. Nous sommes presque à la fin de cette émission. S'il y a moyen de faire votre synthèse, que les gens retiennent quoi de beaucoup de choses que vous venez de parler sur ce plateau ou à travers cette émission. Voilà, merci beaucoup monsieur le journaliste. La première des choses, c'était la sécurité. Oui. Notre sécurité d'abord doit être assurée par nous-mêmes. Aucun autre pays n'est pas assuré notre sécurité si nous-mêmes nous ne la faisons pas. Et pour assurer notre sécurité, il n'y a que trois axes. Trois axes sur lesquels il faut partir. Le premier axe, c'est l'axe militaire. Renforcer nos forces armées, tout en extirpant dans nos forces armées les traîtres qui sont dans la chaîne des commandements. Deuxième axe, c'est les services de sécurité. Il faut en tout cas renforcer la formation et l'encadrement, comme l'encadrement aussi des militaires, l'encadrement aussi de nos forces de sécurité. Troisième axe, c'est la population. Il faut que la population adhère à la vision du chef de l'État pour que nous puissions dénoncer tout celui qui se montre comme étant ennemi de la patrie. Ça, c'est la première. Il faudrait que la population adhère. C'est pas compliqué pour que la population adhère. C'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il faut qu'autour du chef de l'État qu'il y ait des services qui font ce travail-là. C'est le travail du gouvernement. Faire de telle manière que le gouvernement, la population adhère à la vision du chef de l'État. Quelle est cette vision d'abord? C'est d'abord défendre notre pays. La population doit défendre notre pays. Vous devez savoir que après le Congo, il n'y a pas un autre pays. Donc, tous, nous devons faire tout pour faire quoi? Pour défendre le Congo.
troisième axe au quatrième axe, je pouvais dire, c'est la diplomatie. Donc, travailler beaucoup sur la diplomatie pour que les autres pays, pas par émotion ou par, comment dirais-je, une nouvelle du bien, voilà les pauvres, non. Nous devons y aller en étant forts, puisque nous travaillons dans le cadre de la solidarité internationale. Le Congo est un grand fournisseur de matières premières au monde. Donc le monde doit considérer le Congo comme tel, et le Congo doit être fort pour négocier avec le monde. Alors, deuxième élément, c'était sur les consultations. Les consultations pour les nouveaux gouvernements d'union nationale. Je vous ai dit, moi pour moi, les consultations qui sont en train de faire actuellement, c'est bien. Il faut permettre aux Congolais de se parler. Mais pour moi, les consultations devraient être populaires. Ça devrait aller dans le sens où chaque province parle, donne aussi les éléments à travers ses fils, à travers les différentes professions, à travers les différentes catégories de la population, et ramener ces éléments ici-là, les compulser, les déboucher, les analyser, et puis trouver ce qui est commun et qui pourrait permettre d'avoir des résolutions sur lesquelles les gouvernements devaient faire. Alors dans ces cas-là, on aurait un gouvernement technique, avec 3-4 missions. Première mission, libérer les zones occupées. Deuxième mission, faire les infrastructures. Troisième mission, les sociales, améliorer les sociales. Et quatrième mission, naturellement, c'est militer pour la cohésion nationale. Alors, puisque les chefs de l'État ont déjà une grande majorité au Parlement. Oui. Il fallait seulement avoir quelques éléments qu'on peut introduire dans le nouveau gouvernement, tenir les ministres qui ont bien travaillé, ceux qui n'ont pas bien travaillé, peut-être les remercier pour les remplacer par les techniciens. Les quotas, les histoires de quotas ne vont pas déranger les chefs de l'État. On n'a pas besoin d'un gouvernement de 60 ministres. Papa, l'Amérique que vous voyez là, grande qu'elle est, l'Amérique n'a que 16 ministres. 16! Allez voir. Allez-y sur le net, cherchez. L'Amérique n'a que 16 ministres de tous les temps. Il ne dépasse jamais les 16 ministres. La France, 22 ministres. S'il en a beaucoup, c'est 25. Depuis, comment il s'appelle, les deux présidents qui sont morts, Jacques Chirac et Mitterrand. Ils sont arrivés à 35 ministres. Et après, c'est entre 22 et 25, entre 22 et 25. On n'a pas besoin d'avoir 60 ministres dans ces pays-ci. Les chefs d'État parlaient de la réduction des trains de gouvernement. C'est ça aussi. C'est une manière de l'aider à réduire. Nous sommes 26 provinces. Si on prenait un ministre par province, c'est fini. Le ministre n'est pas un ministre de la famille, n'est pas un ministre des clans. On ne va pas voir. Bon, alors, je vous fais moi une proposition. Si vous voulez être avec moi, nous sommes combien? La population de combien? La population est nombreuse. Combien? En termes de statistiques, nous sommes combien? Et c'est pour ça sur les plateaux, c'est à moi de poser les questions. Voilà. On suppose qu'on soit à 100 à 120 millions. C'est ça, non? Oui. Alors, faisons 120 millions du ministère. Ah, ok, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Oui, c'est ça, que chacun de nous soit ministre, et comme ça, tout le monde est content. Donc, on ne peut pas avoir un ministre dans chaque famille ou dans chaque clan. Les ministres par province, ça résoudrait tous les problèmes. On a 26 provinces, un ministre par province, plus les ministres délégués auprès du chef de l'État. Le ministre délégué là, il va faire quoi puisqu'on a déjà les directeurs des cabinets? Ok. On a déjà les directeurs des cabinets. Peut-être les ministres avec les relations avec les parlements. On peut les prendre, mais qui ne représentent pas sa province. Donc si on a 26, 27 ministres, ça suffirait. 27e ministre, c'est les premiers ministres. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est lui le chef de l'État. Il n'a pas décidé. Tel parti politique m'a donné un ministre pour telle province. Tel parti politique donne aussi un ministre pour une autre province. Non, mais l'Union Sacra actuellement a combien de partis? Mais c'est pour ça qu'on arrive à la fin. Parce que l'Union Sacra a combien de partis? On doit avoir combien de ministres? C'est ce que vous dites là. Moi, je ne vois pas les ministres en termes de partis. Moi, je vois les ministres en termes de nations. Oui. Et si on voit les ministres en termes de nations, pour nous fédérer autour de la nation, nous avons 26 provinces qui composent notre nation, qui composent les pays. Prenons un ministre par province. Si tel parti a donné les ministres
de telle province, tel autre parti donne le ministre de telle autre province. Et ça serait mieux. On partirait comme ça là. Alors, là où les partis n'ont pas gagné, ils peuvent gagner dans les termes de nomination auprès des entreprises publiques ou des établissements publics, les mandataires. Donc, ça peut être comme ça. Même là aussi, c'est là où on peut faire les quotas. Chaque parti, par exemple, entre guillemets, un mandataire par parti ou 2 mandataires par parti, puisque vous avez les adjoints, vous avez les titulaires, vous avez les techniques, vous avez les finances, et ainsi de suite. 2 mandataires par parti. C'est la chose. Quand on fait un gouvernement de combat, que j'appelle le gouvernement de combat, oui. Et le gouvernement de combat, on n'a pas besoin de plusieurs personnes dans le gouvernement. On a besoin de paix, de personnes, de têtes pensantes qui vont travailler pour libérer le pays. C'est tout. Mais il y a des pays même où vous partez avec 8 ministres. Quand Kabila Pérez est arrivé ici, il a commencé avec combien de ministres? 8. Mouzé a commencé ici dans ce pays avec 8 ministres. Et pourtant, nous avions 11 provinces. Ouais. Donc voilà ce que moi je pouvais vous dire pour le dialogue. Senko, SCC, Luanda, toute initiative qui doit nous amener à la paix, je suis d'accord. Mais l'initiative qui doit nous faire sortir du dehors pour aller exposer nos faiblesses dehors, moi là je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour qu'on travaille à l'interne pour rapprocher les vues des uns et des autres. Mais surtout que les ténors de l'opposition soient rapprochés vers les chefs de l'État, qu'on évite les dualismes, qu'on évite, puisque jusqu'à preuve contraire, Antoine Félix Tshisekedi reste notre président. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, la dernière question ne concerne pas ce sujet. Beaucoup de gens disent maintenant la cité Bino ba professeur Batomayele, Bozana Misala, Bozana gouvernement partout, mais apparemment Misala Zokendete, Bino Batomayele. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, Biso Batomayele, Botona Misala, Misala Zokendete, Biso Batomayele. Tofutami, Tofutama Kakonge. Voilà. Maintenant, tu es venu vers moi. Tout ce que je te donne là. Ailleurs, je suis consultant, on me paye. Vous voyez ça? Le travail que nous sommes en train de faire avec vous là, si je suis en Occident, on me paye. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Vous avez compris? Alors, les Misala, ce n'est pas seulement l'État qui doit créer les Misala. Vous-même, vous avez créé votre Misala, non? Oui. C'est comme ça. L'État, partout au monde, l'État travaille avec ses enfants. Les enfants, alors, revenons sur un adage. Un Américain, un président américain a dit à un Américain, ne demande pas ce que l'Amérique doit faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour l'Amérique. C'est ça ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous faisons pour la RDC, pour notre pays? La création de l'emploi, nous enseignons, nous donnons tous les instruments, tous les outils aux enfants. Allez, ici c'est une école de gestion. Allez créer vos entreprises. Une entreprise avec les téléphones ici, vous créez l'entreprise. Mais nos enfants gardent l'argent dans les téléphones. Vous savez, avec les téléphones ici, ces téléphones coûtent $200 ou $150 ou $100. Mais si vous prenez $100, 280 000 francs, un poulet coûte combien sur place ici? Poulet qui pond les œufs. C'est environ 10 000, 15 000, 12 000. Si nous prenons la moyenne 12 000, vous avez 280 000 francs ici, bloqués dans cet appareil ici. Vous pouvez acheter, si vous prenez 80 000 francs, vous mettez à côté pour acheter les nourritures pour les poulets et payer aussi les vétérinaires. 200 000, vous pouvez faire environ 15 000. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On avait reçu pour vous, monsieur le professeur.